Si tu as l'impression que ta vie est devenue un chaos permanent, que tes pensées tournent en boucle sans jamais trouver de solution, que chaque conversation avec les autres te laisse encore plus confus qu'avant, alors écoute attentivement ce qui suit. Carl Jung a découvert quelque chose de profondément contre-intuitif sur la psyché humaine, quelque chose que les neurosciences modernes confirment aujourd'hui de manière spectaculaire. Il a compris que la vraie transformation, celle qui réorganise complètement ta vie, ne vient pas de l'agitation, des conseils multipliés, des thérapies interminables ou des discussions sans fin. Elle vient du silence. Pas n'importe quel silence. Un silence actif, conscient, délibéré. Un silence qui devient le creuset de ta métamorphose intérieure. Ce que je vais te révéler aujourd'hui va bouleverser ta compréhension de toi-même. Tu vas découvrir pourquoi ton besoin de te retirer du monde n'est pas une faiblesse, mais une sagesse psychologique profonde. Tu vas comprendre ce qui se passe réellement dans ton cerveau quand tu arrêtes de chercher des réponses à l'extérieur. Et surtout, tu vas apprendre comment utiliser le silence pour réorganiser complètement ta vie de l'intérieur. Parce que ce n'est pas un hasard si tu ressens cet appel de la quiétude. C'est ton self, ta nature la plus profonde, qui t'appelle à devenir enfin entier. En 1913, Carl Jung a pris une décision qui allait changer non seulement sa vie, mais toute la psychologie moderne. Il s'est retiré du monde, volontairement, consciemment. Pendant des années, il a plongé dans ce qu'il appelait sa confrontation avec l'inconscient. Pas dans un monastère, pas dans une thérapie traditionnelle, mais dans le silence absolu de son propre monde intérieur. Freud, son mentor de l'époque, pensait que parler était la clé de la guérison. La psychanalyse classique repose entièrement sur cette idée, mettre des mots sur l'inconscient pour le rendre conscient. Mais Jung a découvert quelque chose de radicalement différent. Il a compris que certaines transformations profondes ne peuvent pas se faire dans le langage. Elles ont besoin de silence, elles ont besoin d'espace. Elles ont besoin que tu arrêtes de chercher à comprendre avec ton mental et que tu laisses quelque chose de plus profond se mettre en place. Ce qu'il appelait l'imagination active n'était pas une technique de visualisation passive. C'était un dialogue silencieux avec les forces vivantes de l'inconscient. Antonio Damasio, neuroscientifique de renommée mondiale, a démontré quelque chose de fascinant dans ses recherches sur la conscience. Il a découvert que la conscience de soi, cette capacité à savoir que nous existons, nécessite des moments de silence intérieur pour se structurer correctement. Le cerveau a besoin de se retirer du flux constant d'informations externes pour construire une représentation cohérente de lui-même. Sans ce silence, nous restons coincés dans une réactivité perpétuelle, incapables de nous connaître vraiment. As-tu remarqué que tes meilleures idées, tes intuitions les plus justes, tes décisions les plus sages, ne viennent jamais quand tu es en train de chercher activement une solution? Elles arrivent sous la douche, pendant une promenade solitaire, au réveil après une nuit de sommeil profond. Elles émergent précisément quand tu ne cherches rien. Ce n'est pas un hasard. C'est la preuve que ton cerveau possède une intelligence organisatrice qui fonctionne mieux quand tu ne l'interromps pas avec du bruit externe. Stanislas Dehaene, l'un des plus grands neuroscientifiques français spécialistes de la conscience, explique que notre cerveau possède deux modes fondamentaux, le mode attentionnel tourné vers l'extérieur et le mode par défaut, tourné vers l'intérieur. Ce mode par défaut n'est pas une absence d'activité. C'est au contraire un état d'intense activité de réorganisation interne. C'est dans ce mode que ton cerveau consolide les souvenirs, intègre les expériences, résout les problèmes complexes et construit le sens de qui tu es. Jean-Pierre Changeux a montré que le cerveau fonctionne comme un système autopoïétique, c'est-à-dire un système qui se crée et se régule lui-même. Il n'a pas besoin d'instructions externes constantes. Il a besoin d'espace pour s'auto-organiser. Quand tu passes ton temps à absorber du contenu, à écouter des conseils, à parler de tes problèmes encore et encore, tu empêches ce processus naturel de se déployer. Ton désir de silence n'est pas une fuite. C'est ton système nerveux qui te dit qu'il a besoin de se réguler. C'est ta psyché qui réclame l'espace nécessaire pour intégrer ce que tu as vécu. Jung appelait ce processus l'individuation.
le chemin vers ta totalité, vers ton self véritable. Et ce chemin exige des périodes de descente dans le silence, des moments où tu te retires délibérément du bruit du monde pour écouter ce qui veut émerger de l'intérieur. Ce n'est pas de la méditation passive, ce n'est pas de l'isolement dépressif, c'est un acte conscient de création de soi, un espace sacré où ta psyché peut enfin respirer et se réorganiser selon son propre ordre profond. Mais voici ce que Jung a découvert ensuite, et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Il a compris que dans ce silence, quelque chose de très spécifique se produit, quelque chose que les neurosciences modernes peuvent maintenant observer et mesurer. Une réorganisation complète de ta structure psychique. Quand tu entres vraiment dans le silence, pas juste l'absence de bruit, mais le silence intérieur, quelque chose se met en mouvement. Au début, c'est chaotique. Les pensées arrivent en vagues. Les émotions que tu as réprimées remontent à la surface. Les souvenirs oubliés réapparaissent. C'est inconfortable, c'est perturbant. Et c'est exactement ce qui doit se passer. Jung a découvert que ce chaos apparent n'est pas un problème à résoudre. C'est le processus de guérison lui-même. Ce que tu appelles ton problème, ce nœud émotionnel que tu traînes depuis des années, n'est pas une chose fixe. C'est une constellation d'éléments psychiques, ce que Jung appelait un complexe, qui attend d'être intégré. Et cette intégration ne peut pas se faire en parlant. Elle doit se faire dans le silence où ces éléments peuvent se rencontrer, dialoguer entre eux et finalement trouver leur place dans l'ensemble de ta psyché. Joseph Ledoux, neuroscientifique spécialiste de l'amygdale et des circuits de la peur, a démontré quelque chose de crucial. Quand tu es constamment en mode conversation, en mode explication, en mode recherche de solutions verbales, ton amygdala reste dans un état d'hypervigilance. Elle continue de scanner l'environnement pour des menaces. Elle maintient ton système nerveux en alerte. Mais quand tu entres dans le silence profond, quelque chose de magique se produit. L'amygdala commence à se calmer. Les circuits de peur se désactivent progressivement. Et c'est seulement dans cet état de sécurité neurobiologique que les vraies transformations peuvent avoir lieu. Lisa Feldman Barrett, pionnière dans la compréhension de la construction des émotions, explique que notre cerveau fonctionne comme une machine à prédiction. Il anticipe constamment ce qui va arriver en se basant sur nos expériences passées. Mais ces prédictions peuvent devenir obsolètes, rigides, inadaptées. Le silence offre à ton cerveau l'opportunité de recalibrer ses prédictions, de mettre à jour son modèle du monde, de créer de nouvelles associations entre les expériences passées et les possibilités futures. Daniel Siegel, psychiatre et spécialiste de la neurobiologie interpersonnelle, parle d'intégration neurale. Il explique que la santé mentale n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité du cerveau à intégrer différentes régions et différents systèmes en un tout cohérent. Cette intégration ne se fait pas en forçant, en analysant, en décortiquant verbalement chaque élément. Elle se fait naturellement quand tu crées les conditions appropriées. Et la condition principale, c'est le silence. Un silence qui permet aux différentes parties de ton cerveau de communiquer entre elles sans l'interférence constante du langage et de la pensée consciente. Tu as déjà vécu cette expérience où, après des jours de silence, de retrait volontaire, quelque chose en toi se résout tout seul, sans que tu aies fait d'efforts particuliers, sans que tu aies trouvé la réponse intellectuelle. Simplement, un matin, tu te réveilles et tu sais quelle décision prendre, tu sais quelle direction suivre, tu sais qui tu es vraiment dans cette situation. Ce n'est pas de la magie. C'est ton système nerveux qui a enfin eu l'espace nécessaire pour intégrer toutes les informations et te donner une réponse cohérente. Antonio Damasio a révolutionné notre compréhension des émotions et de la prise de décision avec son concept de marqueur somatique. Il a découvert que nos meilleures décisions ne viennent pas de l'analyse rationnelle pure. Elles viennent de signaux corporels subtils, de sensations viscérales qui émergent de notre expérience accumulée. Mais ces signaux sont extrêmement subtils. Si tu es constamment dans le bruit, dans la conversation, dans l'action, tu ne peux pas les percevoir. Ils sont noyés dans le chaos. Le silence est l'espace où ces signaux peuvent enfin se faire entendre.
où ton corps peut enfin te dire ce qu'il sait depuis longtemps. Voilà pourquoi les décisions prises dans le silence sont généralement plus sages, plus alignées, plus justes que celles prises dans l'agitation. Ce n'est pas que tu réfléchis mieux, c'est que tu accèdes à une intelligence plus profonde, une intelligence qui intègre non seulement ton mental, mais aussi ton corps, tes émotions, ton expérience entière. Maintenant, comment créer ces espaces de silence dans ta vie moderne où tout conspire à te garder dans le bruit constant? Ce n'est pas une question de technique compliquée, c'est une question d'intention et de protection. Jung avait son rituel matinal. Chaque jour, avant que le monde ne réclame son attention, il passait du temps dans ce qu'il appelait sa tour, un espace qu'il avait construit spécifiquement pour cette descente intérieure. Tu n'as pas besoin d'une tour. Tu as besoin d'un engagement envers toi-même. Un engagement à protéger des moments où tu ne consommes rien, où tu ne produis rien, où tu ne cherches rien. Des moments où tu existes simplement dans la présence silencieuse de toi-même. Cela peut commencer par 15 minutes le matin avant de toucher ton téléphone. 15 minutes où tu t'assois en silence, pas pour méditer selon une technique particulière, mais simplement pour être présent à ce qui est là, aux pensées qui viennent, aux émotions qui montent, aux sensations dans ton corps, sans jugement, sans tentative de les changer, juste observer, juste être. Lequel de ces niveaux reconnais-tu le plus dans ton expérience? La pensée qui se calme, l'émotion qui émerge, ou cette réorganisation profonde qui semble se faire toute seule? Dis-le-moi en commentaire. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant, parce que Jung a découvert quelque chose sur l'ordre qui émerge du chaos intérieur. Quelque chose que les sciences de la complexité confirment aujourd'hui de manière spectaculaire. Il a compris que la psyché fonctionne comme ce que nous appellerions aujourd'hui un système complexe adaptatif. Un système qui a une tendance naturelle à s'organiser vers des états de plus grande cohérence. Mais seulement si on ne le force pas. Seulement si on lui laisse l'espace nécessaire pour le faire à sa manière. Pense à une rivière. Quand tu essaies de la contrôler avec des barrages et des canaux, tu peux rediriger son cours temporairement, mais tu crées aussi des tensions, des zones de stagnation, des points de rupture potentiels. Quand tu la laisses suivre son cours naturel, elle trouve le chemin de moindre résistance. Elle sculpte le paysage selon les lois de la physique. Elle crée un équilibre dynamique entre le mouvement et la forme. Ta psyché fonctionne exactement de la même manière. Quand tu essaies de forcer une solution, de contrôler tes émotions, de réprimer tes pensées, de te conformer à une image idéale, tu crées des tensions internes, des zones de stagnation psychique, des points de rupture qui finiront par exploser sous forme de crise. Mais quand tu crées l'espace du silence et que tu laisses ta psyché suivre son propre mouvement naturel vers l'intégration, quelque chose de miraculeux se produit. Ce que Jung appelait la fonction transcendante se met en marche. La fonction transcendante, c'est cette capacité mystérieuse de la psyché à créer un troisième terme qui dépasse et intègre deux opposés en conflit. Tu te sens déchiré entre rester dans ta relation ou partir, entre garder ton travail sécurisant ou suivre ta passion, entre être qui tu es vraiment ou maintenir la paix avec les autres. Ces conflits te torturent parce que tu cherches une solution logique, une réponse claire, un choix définitif. Mais la fonction transcendante ne fonctionne pas comme ça. Elle ne choisit pas un côté ou l'autre. Elle crée une troisième voie qui émerge seulement quand tu maintiens la tension entre les opposés dans le silence conscient. Richard Davidson, neuroscientifique pionnier dans l'étude de la neuroplasticité émotionnelle, a passé des décennies à étudier comment le cerveau change avec la pratique contemplative. Ses découvertes sont révolutionnaires. Il a montré que le cerveau possède une capacité d'auto-transformation qui s'active spécifiquement dans les états de silence et de présence consciente. Ce n'est pas que tu changes ton cerveau en y pensant fort, c'est que ton cerveau se réorganise lui-même quand tu lui donnes les conditions appropriées. Ce chaos que tu ressens en ce moment, cette impression que ta vie part dans tous les sens, que tu ne sais plus qui tu es, que tout ce en quoi tu croyais s'effondre, ce n'est pas un problème.
C'est une réorganisation en cours. C'est ta psyché qui démonte les vieilles structures qui ne te servent plus pour en construire de nouvelles, plus authentiques, plus alignées avec qui tu es vraiment en train de devenir. Mais cette réorganisation ne peut pas se faire dans le bruit. Elle ne peut pas se faire en cherchant constamment des réponses à l'extérieur. Elle ne peut pas se faire en parlant sans cesse de tes problèmes. Elle a besoin de silence. Elle a besoin d'espace. Elle a besoin que tu fasses confiance au processus même quand tu ne comprends pas ce qui se passe. Jean-Pierre Changeux explique que le cerveau est un système auto-organisateur qui crée de la complexité à partir du chaos. Mais cette auto-organisation nécessite ce qu'on appelle des fluctuations critiques, des moments d'instabilité apparente qui précèdent l'émergence d'un nouvel ordre. Si tu essaies de supprimer ces fluctuations, si tu essaies de retrouver rapidement ton équilibre ancien, tu empêches l'émergence du nouvel ordre. Tu restes coincé dans les mêmes patterns. Pense au moment dans ta vie où tu as vraiment transformé. Pas juste changer de comportement superficiellement, mais vraiment transformer de l'intérieur. Ces transformations ont toujours été précédées par des périodes de chaos, de confusion, de déconstruction. Un burn-out qui t'a forcé à tout remettre en question. Une rupture qui t'a déstabilisé complètement. Une perte qui a ébranlé tes certitudes. Et après ce chaos, après avoir traversé le désert de la confusion, quelque chose de nouveau est né. Une nouvelle version de toi, plus solide, plus authentique, plus alignée. Mais cette naissance n'aurait pas pu se faire si tu avais résisté au chaos, si tu avais essayé de retrouver rapidement ton ancienne normalité. Si tu n'avais pas accepté de passer du temps dans l'inconfort du non-savoir. Stephen Porges, créateur de la théorie polyvagale, a révolutionné notre compréhension du système nerveux autonome. Il a montré que nous avons 3 états principaux. L'état de connexion sociale, où nous nous sentons en sécurité. L'état de mobilisation, où nous combattons ou fuyons. Et l'état de shutdown, où nous figeons et nous coupons de tout. La plupart des gens oscillent entre mobilisation et shutdown sans jamais vraiment revenir à l'état de sécurité et de connexion. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent jamais à leur système nerveux l'occasion de se réguler complètement. Le silence est l'espace où ton système nerveux peut enfin descendre de l'hyperactivation chronique, où il peut relâcher les tensions accumulées, où il peut retrouver son équilibre naturel. Mais ce n'est pas un silence passif. C'est un silence où tu restes présent, conscient, témoin de ce qui se passe en toi. Un silence où tu permets aux sensations, aux émotions, aux souvenirs de traverser ton corps sans les bloquer et sans t'y identifier complètement. Porges explique que cette régulation vagale, cette capacité à revenir à un état de sécurité intérieure, est fondamentale pour la santé mentale et physique. Et elle ne peut se faire que dans des environnements perçus comme sûrs. Quand tu es constamment en train de parler, d'expliquer, de justifier, de chercher de l'aide extérieure, ton système nerveux reste en alerte. Il est en mode social, certes, mais un mode social qui coûte de l'énergie. Le vrai repos, la vraie régulation, vient quand tu peux être seul, en silence, sans avoir à maintenir aucune façade. Comment sais-tu si tu as besoin de ce silence réorganisateur? Ton corps te le dit, pas ton mental. Ton mental va toujours trouver des raisons pour continuer à chercher, à analyser, à parler, mais ton corps sait. Si tu ressens une fatigue profonde qui ne passe pas avec le sommeil, si tu te sens irrité par des conversations qui avant t'intéressaient, si tu as envie de tout annuler et de disparaître pendant quelques jours, si les conseils bien intentionnés des autres t'agacent plus qu'ils ne t'aident, si tu sens que quelque chose en toi veut émerger, mais ne peut pas à cause du bruit constant. Ce sont tous des signaux de ton corps qui te dit qu'il a besoin d'espace, qu'il a besoin de silence, qu'il a besoin que tu le laisses faire son travail de réorganisation sans interférence. Le protocole des 3 jours de silence psychologique, ce n'est pas un silence monastique où tu ne parles à personne. C'est un silence intérieur où tu décides consciemment de ne pas chercher de solution, de ne pas parler de tes problèmes, de ne pas consommer de contenu qui prétend t'aider. 3 jours où tu vis ta vie normalement,
mais où tu gardes un espace intérieur protégé, où tu observes ce qui émerge sans intervenir. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant qui se passe quand tu arrêtes de chercher des réponses à l'extérieur. Quelque chose que Jung a compris à travers son propre processus et que les neurosciences peuvent maintenant expliquer. Quand tu arrêtes de demander conseil, quand tu arrêtes de chercher validation, quand tu arrêtes d'espérer que quelqu'un d'autre va te donner la réponse, tu actives quelque chose de profondément puissant en toi, ta propre autorité intérieure. Ce que Jung appelait le self commence à parler, pas avec des mots, avec des intuitions, avec des sensations, avec des synchronicités, avec une clarté soudaine qui n'a pas besoin d'explication. Combien de fois as-tu demandé conseil et tu t'es senti encore plus perdu après? Combien de fois as-tu raconté ton problème à 10 personnes différentes et tu as reçu 10 réponses contradictoires? Combien de fois as-tu cherché la validation extérieure pour une décision que tu savais déjà au fond de toi être la bonne? Ce n'est pas que les autres veulent mal te conseiller, c'est que leur conseil vient de leur propre psyché, de leur propre expérience, de leur propre projection. Il ne peut pas venir de ta vérité profonde. Seul toi peux accéder à cette vérité, et tu ne peux y accéder que dans le silence, dans cet espace intérieur où tu écoutes non pas tes peurs, non pas tes désirs superficiels, mais cette voix calme et claire qui sait. Matthew Lieberman, spécialiste des neurosciences sociales, a découvert quelque chose de fascinant. Notre cerveau a 2 réseaux qui s'inhibent mutuellement. Le réseau social, actif quand nous interagissons avec les autres et pensons à ce qu'ils pensent de nous. Et le réseau réflexif, actif quand nous tournons notre attention vers l'intérieur. Quand l'un est activé, l'autre est désactivé. Ce qui signifie que tant que tu es dans le mode social, en train de chercher l'approbation, les conseils, la validation des autres, tu n'as littéralement pas accès à ton propre réseau réflexif. Tu ne peux pas entendre ta propre sagesse intérieure. Le silence n'est pas juste l'absence de bruit social, c'est l'activation délibérée de ton réseau réflexif. C'est l'espace où tu te reconnectes avec ta propre boussole intérieure. Antonio Damasio a passé sa carrière à étudier comment nous prenons des décisions. Il a découvert que les patients avec des lésions dans certaines régions du cerveau émotionnel peuvent avoir un raisonnement logique intact, mais sont incapables de prendre des décisions dans leur vie réelle. Pourquoi? Parce que les décisions complexes ne se prennent pas avec la logique seule. Elles se prennent avec ces marqueurs somatiques, ces signaux corporels subtils qui intègrent toute notre expérience de vie. Mais ces signaux sont extrêmement délicats. Ils sont noyés par le bruit, par les opinions des autres, par nos propres rationalisations mentales. Le silence est l'espace où ces signaux peuvent enfin émerger avec clarté. Où ton corps peut te dire oui, c'est juste, ou non, quelque chose ne va pas, sans que ton mental interfère avec des arguments logiques. Pense à un moment où tu as pris une décision importante après avoir demandé conseil à tout le monde. Tu te souviens de cette confusion, de cette paralysie de l'analyse, de ce sentiment d'être encore plus perdu qu'avant. Maintenant, pense à un moment où tu as pris une décision importante, après un temps de silence et de réflexion intérieure. Sans en parler à personne, juste toi et ta vérité. Tu te souviens de cette clarté, de cette certitude tranquille, de ce sentiment d'alignement profond? Ce n'est pas un hasard. C'est la différence entre une décision prise depuis ton mental social et une décision prise depuis ton self. Une décision prise depuis ton mental social est toujours teintée de peur. Peur de décevoir, peur de faire le mauvais choix, peur de ce que les autres vont penser. Une décision prise depuis ton self est calme, tranquille, inébranlable, parce qu'elle ne vient pas de la peur. Elle vient de la connaissance profonde de qui tu es et de ce qui est juste pour toi. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et spécialiste de la résilience, a étudié comment les êtres humains se reconstruisent après un trauma. Il a découvert que la résilience n'est pas juste une capacité à rebondir, c'est une capacité à créer un nouveau récit de soi. Et ce nouveau récit ne peut pas être imposé de l'extérieur.
Il doit émerger de l'intérieur. Dans le silence, tu as l'espace pour réécrire ton histoire, non pas en niant ce qui s'est passé, mais en changeant le sens que tu lui donnes. Ce qui était une blessure devient une source de force. Ce qui était une faiblesse devient une sensibilité précieuse. Ce qui était un échec devient une redirection nécessaire. Mais cette transformation narrative ne peut se faire dans le bruit. Elle ne peut se faire en répétant encore et encore la même histoire traumatique aux autres. Elle a besoin du silence où tu peux dialoguer avec toi-même, où tu peux voir les événements sous un nouvel angle, où tu peux intégrer ce qui s'est passé dans une compréhension plus large de ton parcours. Le test des 7 jours, sans parler du problème. C'est simple, mais puissant. Identifie le problème principal qui occupe ton mental en ce moment, celui dont tu parles à tout le monde, celui pour lequel tu cherches constamment des solutions. Pendant 7 jours, tu ne parles de ce problème à personne, tu ne cherches pas d'informations dessus, tu ne consommes pas de contenu qui y est relié, tu ne t'autorises pas à ruminer mentalement dessus. Chaque fois que le problème arrive dans ton mental, tu le notes simplement et tu reviens à ton souffle, à tes sensations corporelles, au moment présent. 7 jours, pas pour nier le problème, pas pour faire semblant qu'il n'existe pas, mais pour donner à ta psyché l'espace de travailler dessus sans l'interférence constante de ton mental conscient. Tu vas être surpris de ce qui émerge au bout de ces 7 jours. Souvent, le problème se résout de lui-même, où tu vois une solution évidente que tu ne voyais pas avant, où tu réalises que ce n'était pas vraiment le problème, où tu comprends que tu n'as en fait pas besoin de résoudre ce problème pour avancer. Comment distinguer le silence d'évitement du silence de gestation? C'est une question importante parce que oui, parfois nous utilisons le silence pour fuir nos responsabilités, pour éviter les conversations difficiles, pour nous cacher de la vie. Le silence d'évitement est tendu, il est rempli de peur, tu te retires parce que tu as peur de faire face, tu sens une contraction dans ton corps, une fermeture, une rigidité. Le silence de gestation est différent. Il y a une qualité d'ouverture dedans, une qualité d'attente active. Tu te retires, non pas par peur, mais par sagesse, parce que tu sais que quelque chose est en train de se former en toi et que ça a besoin de temps. Ton corps se sent différent. Il y a une sensation d'expansion, même si c'est inconfortable, une sensation de potentiel. Stephen Porges dirait que dans le silence d'évitement, tu es en état de shutdown, de figement. Ton système nerveux s'est éteint pour se protéger. Dans le silence de gestation, tu es en état de régulation active. Ton système nerveux travaille, intègre, se réorganise. Tu peux sentir la différence dans ton corps si tu y prêtes attention. Les signes que la réorganisation est en cours. Tu commences à rêver différemment. Des rêves plus vivants, plus symboliques, parfois perturbants. C'est ton inconscient qui travaille intensément. Jung accordait une importance énorme aux rêves comme message du processus d'individuation. Tu ressens des sensations physiques inhabituelles, des frissons, des vagues de chaleur, des tensions qui se relâchent soudainement. C'est ton système nerveux qui libère les patterns stockés. Tu as des insights soudains sur des situations qui te semblaient incompréhensibles, des moments où tout devient clair, sans que tu aies fait d'efforts conscients. C'est ta psyché qui réorganise l'information et te donne accès à une compréhension plus profonde. Tu te sens différent avec les gens, moins réactif, plus présent. Certaines dynamiques qui te tiraient vers le bas n'ont plus le même pouvoir sur toi. C'est le signe que les patterns relationnels changent de l'intérieur. Tu as moins besoin de validation externe, moins besoin de prouver quelque chose, moins besoin de te justifier. C'est ton autorité intérieure qui s'affirme. Attends de comprendre ce qui se passe réellement dans ton cerveau quand tu arrêtes de résister à ce processus, quand tu acceptes le chaos temporaire, quand tu fais confiance au silence, même si c'est inconfortable. C'est là que les neurosciences deviennent vraiment fascinantes. Richard Davidson a mené des études révolutionnaires avec des méditants à long terme. Il a découvert que seulement 8 semaines de pratique régulière de présence silencieuse créent des changements mesurables dans la structure du cerveau. Le cortex préfrontal, la région responsable de la régulation émotionnelle et de la prise de décision,
devient plus épais. L'amygdale, le centre de la peur, devient littéralement plus petite. Les connexions entre différentes régions du cerveau deviennent plus intégrées. Ce ne sont pas des changements psychologiques vagues. Ce sont des changements physiques, structurels, mesurables dans ton cerveau. Joseph Ledoux a confirmé ces découvertes dans ses propres recherches sur les circuits de la peur. Il a montré que l'amygdale peut être remodelée par l'expérience, que les voies neurologiques de la peur peuvent être affaiblies, tandis que de nouvelles voies de régulation sont renforcées. Mais ce remodelage ne se fait pas en parlant de tes peurs. Il ne se fait pas en les analysant mentalement. Il se fait en restant présent avec elles, dans un état de sécurité et de calme. Le silence te donne cet espace de présence. Et ce que Jung appelait la fonction transcendante, cette capacité mystérieuse de la psyché à intégrer les opposés, a maintenant une base neurobiologique claire. Daniel Siegel parle d'intégration interhémisphérique. L'hémisphère gauche, verbal, analytique, séquentiel. L'hémisphère droit, émotionnel, intuitif, holistique. Dans notre culture moderne, nous vivons principalement dans l'hémisphère gauche. Nous verbalisons, nous analysons, nous décomposons tout en partie logique. Mais les vraies transformations nécessitent les deux hémisphères travaillant ensemble. Et cette intégration se fait spécifiquement dans des états de silence et de présence non verbale. Jung savait cela intuitivement. C'est pourquoi il insistait sur l'importance de l'imagination active, du travail avec les symboles, de l'attention aux rêves. Ce sont toutes des activités qui engagent l'hémisphère droit, qui permettent à l'intelligence intuitive, holistique, symbolique de s'exprimer. Ce que nous savons maintenant, c'est que cette intégration n'est pas juste psychologique. Elle est littéralement neurologique. Les fibres qui connectent les deux hémisphères, le corps calleux, devient plus développé avec la pratique du silence contemplatif. Tu crées littéralement plus de connexions entre les différentes parties de ton cerveau. As-tu déjà ressenti ce moment où, après du silence profond, ton corps entier semble différent? Plus calme, plus centré, plus solide. Ce n'est pas une illusion, c'est une sensation réelle de cohérence interne. Antonio Damasio expliquerait cela par l'intégration des signaux corporels dans ta conscience. Normalement, ton cerveau reçoit des milliers de signaux de ton corps à chaque instant. Ton cœur qui bat, ta respiration, tes muscles qui se tendent, tes intestins qui digèrent. Mais la plupart de ces signaux restent inconscients. Le silence te donne accès à cette dimension de ton expérience. Tu deviens conscient de ton corps d'une manière plus complète, et cette conscience crée une sensation de cohérence, d'intégration, d'unité. Lisa Feldman Barrett, avec sa théorie révolutionnaire de la construction des émotions, explique que notre cerveau ne réagit pas simplement aux événements. Il prédit constamment ce qui va se passer et crée nos émotions en fonction de ces prédictions. Mais ces prédictions sont basées sur nos expériences passées. Si tu as vécu beaucoup de situations stressantes, ton cerveau va prédire du stress même dans des situations neutres. Il va créer l'émotion de stress avant même que quelque chose de stressant ne se passe. C'est un cycle qui se renforce lui-même. Comment brises-tu ce cycle? Pas en combattant les émotions, pas en essayant de penser positivement. Tu le brises en donnant à ton cerveau de nouvelles expériences dans le silence, des expériences où rien de menaçant ne se passe, où tu peux simplement être, respirer, exister sans danger. Avec le temps, ton cerveau commence à créer de nouvelles prédictions, de nouvelles associations, de nouvelles émotions émergent spontanément parce que le modèle prédictif de ton cerveau a changé. Ton besoin de silence n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'évitement, ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas chez toi. C'est ton cerveau qui demande exactement ce dont il a besoin pour évoluer, pour se réorganiser, pour créer de nouvelles structures neurales qui supportent une version plus intégrée, plus cohérente, plus authentique de toi. La neuroplasticité n'est pas un processus passif. Ce n'est pas quelque chose qui arrive automatiquement. C'est un processus autodirigé. Tu peux influencer comment ton cerveau se réorganise en créant les conditions appropriées. Et la condition la plus puissante, c'est le silence. Un silence
où tu restes présent, conscient, témoin de ton expérience intérieure, sans jugement et sans tentative de la changer. Le protocole de 21 jours de silence stratégique. Pourquoi 21 jours? Parce que c'est le temps minimum pour que de nouveaux patterns neuraux commencent à se stabiliser. Pendant 21 jours, tu t'engages à protéger au moins 1 heure de silence véritable chaque jour. Pas du silence où tu fais autre chose. Pas du silence où tu planifies ta journée. Du silence où tu ne fais rien d'autre qu'être présent avec toi-même. Les premières journées seront inconfortables. Ton mental va se rebeller. Il va te donner 1000 raisons pour lesquelles c'est une perte de temps. Il va créer de l'urgence artificielle. Il va te dire que tu as des choses plus importantes à faire. Laisse-le parler. Observe ses pensées sans les croire. Après environ 1 semaine, quelque chose commence à changer. Les pensées se calment naturellement. L'agitation diminue. Tu commences à sentir une qualité différente dans le silence, moins de résistance, plus de curiosité. Vers la fin des 3 semaines, tu notices des changements comportementaux. Tu réagis différemment aux situations stressantes. Tu as plus de patience. Tu prends des décisions avec plus de clarté. Tu te sens plus toi-même. Ce ne sont pas des changements que tu as forcés. Ce sont des changements qui ont émergé naturellement parce que tu as donné à ton cerveau l'espace de se réorganiser. Comment mesurer ces changements? Pas avec des métriques subjectives vagues, avec des observations comportementales concrètes. Est-ce que tu te retrouves à réagir moins rapidement dans des situations qui avant te déclenchaient immédiatement? Est-ce que tu remarques que tu as besoin de moins de validation externe pour te sentir bien? Est-ce que tu prends des décisions plus rapidement parce que tu sais simplement ce qui est juste? Est-ce que tu dors mieux? Est-ce que ton corps se sent différent, plus détendu? Est-ce que tes relations changent parce que tu amènes une énergie différente? Ce sont tous des signes neurobiologiques que quelque chose a changé au niveau structurel dans ton cerveau. Il se passe quelque chose d'encore plus profond que Jung lui-même a expérimenté dans sa descente. Quelque chose qu'il a documenté dans ce qui est devenu le Livre rouge, son journal de cette période de confrontation intense avec l'inconscient. En 1913, après sa rupture avec Freud, Jung est entré dans ce qu'il appelait sa nekiya, sa descente aux enfers. Pendant plusieurs années, il s'est volontairement retiré dans un dialogue silencieux avec les forces profondes de son psyché. Ce n'était pas une dépression, ce n'était pas une psychose, c'était une descente consciente, délibérée, courageuse dans les couches les plus profondes de l'inconscient. Et ce qu'il a découvert là a changé non seulement sa vie, mais toute la psychologie moderne. Il a compris que certaines transformations profondes nécessitent une mort symbolique, une descente dans l'obscurité, un temps où tout ce que tu pensais savoir sur toi-même se dissout, où toutes tes identités familières tombent, où tu te retrouves face au vide. Il y a des moments dans la vie où tu dois descendre pour pouvoir remonter transformé. Ce ne sont pas des moments que tu choisis généralement, ils choisissent toi. Un burn-out qui t'oblige à tout arrêter, une perte qui brise ton monde, une crise existentielle qui démonte toutes tes certitudes, une maladie qui te force dans l'immobilité. Ces moments sont terrifiants parce que tu perds tous tes points de référence. Tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus où tu vas, tu ne sais plus en quoi tu crois. Tout ce qui était solide devient liquide. Et la tentation est immense de résister, de chercher rapidement une nouvelle identité, de parler, d'analyser, de comprendre pour retrouver un sentiment de contrôle. Mais Jung a découvert que cette résistance prolonge la souffrance, que la vraie transformation demande que tu acceptes la descente, que tu entres dans le vide, que tu restes dans le non-savoir, même si c'est terrifiant, parce que c'est seulement dans ce vide, dans ce silence profond où toutes les anciennes structures sont tombées, que quelque chose de vraiment nouveau peut naître. Joseph Ledoux et Stephen Porges nous aident à comprendre pourquoi parler de trauma le réactive parfois au lieu de le guérir. Quand tu racontes une expérience traumatique en détail, ton cerveau réactive les mêmes circuits neurologiques qui étaient actifs pendant l'événement original. Ton amygdale s'active, ton système nerveux entre en mode défense. Tu revis littéralement le trauma au niveau neurobiologique.
C'est pourquoi certaines thérapies basées uniquement sur la parole peuvent stagner. Elles continuent de réactiver les patterns sans créer de nouvelles expériences. Le corps sait comment guérir le trauma. Il a une intelligence innée pour le faire. Mais il a besoin de silence et de sécurité pour le faire. Il a besoin d'un espace où les sensations traumatiques peuvent se déplacer à travers le corps sans être bloquées par le mental qui essaie de comprendre ou de contrôler. Boris Cyrulnik a étudié des survivants de traumas extrêmes et il a découvert quelque chose de fascinant. Ceux qui s'en sortent le mieux ne sont pas ceux qui parlent le plus de leur trauma. Ce sont ceux qui trouvent des moyens de l'intégrer silencieusement. À travers l'art, à travers la nature, à travers des rituels personnels, à travers simplement le passage du temps passé en présence consciente avec ce qui est. Daniel Siegel explique qu'il y a une différence cruciale entre revivre un souvenir traumatique et l'intégrer. Revivre, c'est être repris par l'émotion, perdu dans l'expérience comme si elle se passait maintenant. Intégrer, c'est être capable de se souvenir tout en restant ancré dans le présent, en sachant que c'est du passé, en ayant accès aux ressources que tu n'avais pas à l'époque. Cette intégration se fait dans un état neurologique spécifique, un état où le cortex préfrontal reste en ligne pour fournir perspective et régulation, pendant que l'amygdale et l'hippocampe peuvent retraiter le souvenir. Et cet état est plus facilement accessible dans le silence que dans la parole. Parce que la parole active le mental analytique, qui peut facilement se transformer en rumination ou en reviviscence. Le silence permet une présence plus incarnée, plus somatique, où le corps peut faire son travail de digestion et d'intégration. Ta nécessité de te retirer n'est pas une dépression, c'est une reconnaissance instinctive que tu as besoin d'une descente, que quelque chose en toi doit mourir pour que quelque chose de nouveau puisse naître, que tu ne peux pas continuer à être qui tu étais. Jung appelait cela l'appel du self, cette voix profonde qui te dit qu'il est temps de changer. Pas un changement superficiel de comportement, un changement ontologique, un changement dans ton être même. Le problème avec notre culture moderne, c'est qu'elle pathologise ces descentes nécessaires. Elle les diagnostique comme dépression, comme burn-out, comme crise de la quarantaine. Elle essaie de te ramener rapidement à la normalité fonctionnelle, avec des médicaments, avec de la thérapie cognitive, avec des techniques de gestion du stress. Parfois, ces interventions sont nécessaires. Parfois, elles sauvent des vies. Mais parfois, elles interrompent un processus sacré de transformation. Elles t'empêchent de descendre assez profondément pour trouver ce que tu es venu chercher dans l'obscurité. Comment reconnaître la différence ? Comment savoir si tu as besoin d'aide médicale ou si tu as besoin de faire confiance à ta descente ? C'est une question délicate qui nécessite de l'honnêteté et parfois un accompagnement sage. Mais en général, la dépression pathologique est caractérisée par une absence de sens, un vide absolu, une incapacité totale de fonction, des pensées suicidaires. La descente initiatique, même si elle est difficile, a une qualité différente. Il y a un sens de nécessité. Une sensation que même si c'est douloureux, c'est juste. Une capacité de continuer à fonctionner minimalement. Une curiosité, même petite, pour ce qui va émerger. Différence entre isolement pathologique et retrait régénératif. L'isolement pathologique est marqué par la peur, par la honte, par le sentiment d'être coupé des autres et de ne pas pouvoir revenir. Il y a une qualité de contraction, de fermeture, de rigidité. Tu évites les gens parce que tu as peur de leur jugement, de leur rejet, de leur incompréhension. Le retrait régénératif est différent. C'est un choix conscient de te donner l'espace dont tu as besoin. Il y a une qualité d'expansion dedans, même si tu es seul. Tu ne fuis pas les gens, tu crées un espace sacré pour toi. Et tu sais, même si ce n'est pas encore le moment, que tu reviendras transformé, plus présent, plus authentique dans tes relations. Stephen Porges dirait que dans l'isolement pathologique, ton système nerveux est en shutdown, figé dans un état de défense. Dans le retrait régénératif, ton système nerveux est en régulation active, utilisant la solitude comme espace de guérison. Signe
que l'intégration est en cours pendant ta descente. Tu te sens différent dans ton corps, même si ton mental est encore confus. Il y a des moments de clarté soudaine qui percent à travers l'obscurité. Tu fais des rêves intenses qui semblent porter des messages importants. Tu ressens une sorte de paix sous-jacente, même au milieu de la difficulté. Tu as moins besoin d'expliquer ou de justifier ce que tu vis. Tu sens que quelque chose de profond est en train de se réorganiser, même si tu ne peux pas le nommer. Et voici la partie la plus puissante que personne ne te dit sur le silence. Ce qui émerge de l'autre côté n'est pas une nouvelle version améliorée de ton ancien toi. C'est quelque chose de complètement différent. C'est ton self véritable qui était là tout le temps, mais qui ne pouvait pas s'exprimer parce que tu étais trop occupé à maintenir tes personas, à répondre aux attentes, à jouer les rôles que le monde attendait de toi. Quand tu traverses le silence profond, quand tu descends vraiment dans l'obscurité et que tu y restes assez longtemps, quelque chose de miraculeux se produit. Les couches de conditionnement commencent à tomber. Les identités empruntées se dissolvent. Les croyances qui n'étaient pas vraiment tiennes perdent leur pouvoir. Et ce qui reste, ce qui émerge de cette dissolution, c'est ta nature essentielle. Ce que Jung appelait le processus d'individuation atteint son point culminant. Les transformations que tu peux reconnaître. Clarté spontanée sur des décisions qui avant semblaient impossibles. Tu ne sais pas comment tu sais, mais tu sais. Il n'y a plus de doute, plus d'hésitation. Plus de besoin de peser le pour et le contre indéfiniment. La réponse est simplement là, évidente, incontestable. Antonio Damasio expliquerait cela par une intégration complète de tes marqueurs somatiques. Ton corps, ton cœur, ton mental sont tous alignés. Ils pointent dans la même direction. Et cette cohérence interne crée une certitude qui ne peut pas être ébranlée par les doutes externes. Présence magnétique que les autres remarquent. Les gens te disent que tu sembles différent sans pouvoir expliquer exactement comment. Il y a quelque chose dans ton énergie, dans ta présence, dans la façon dont tu occupes l'espace qui a changé. Matthew Lieberman pourrait expliquer cela par le fait que notre cerveau social est incroyablement sensible aux états internes des autres. Quand tu es intégré, cohérent, aligné intérieurement, les autres le perçoivent inconsciemment. Ils se sentent plus en sécurité avec toi. Ils sont attirés vers ta présence parce qu'elle offre une qualité de stabilité et d'authenticité rare, frontières naturelles qui n'ont plus besoin d'être défendues. Avant, tu devais te forcer à dire non. Tu devais te justifier. Tu devais expliquer longuement pourquoi tu ne pouvais pas faire quelque chose. Maintenant, ton non est simple, clair, sans culpabilité. Pas parce que tu es devenu égoïste ou insensible, mais parce que tu sais qui tu es et ce qui est juste pour toi. Tes frontières ne sont plus des murs de défense. Elles sont l'expression naturelle de ton intégrité. Intuition précise qui ne trompe pas. Tu sais qui est sincère et qui porte un masque. Tu sais quelle opportunité est alignée et laquelle est une distraction. Tu sais quand quelqu'un a besoin d'aide et quand quelqu'un cherche à se décharger de sa responsabilité. Cette capacité n'est pas magique. C'est le résultat de marqueurs somatiques extrêmement raffinés. Ton corps a appris à lire les signaux subtils que ton mental conscient ne peut pas percevoir. Et tu as appris à faire confiance à ces signaux, des attachements sains qui n'est pas de l'indifférence. Tu te soucies profondément mais tu n'es plus enchevêtré. Tu peux être présent pour quelqu'un sans absorber sa douleur. Tu peux aimer sans perdre ton centre. Tu peux t'engager sans t'identifier. Stephen Porges appellerait cela un état de connexion sociale avec régulation vagale maintenue. Tu es ouvert et présent, mais ton système nerveux reste stable. Jung avait cette phrase magnifique, « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Toute ta vie, on t'a appris à chercher à l'extérieur, chercher les réponses dans les livres, chercher la validation dans les autres, chercher le bonheur dans les circonstances, chercher ton identité dans tes rôles et tes accomplissements. Et ce regard constant vers l'extérieur t'a gardé dans un état de rêve, un état où tu réagis aux événements sans vraiment les comprendre, un état où tu joues des rôles sans savoir qui tu es vraiment, un état où tu cherches quelque chose sans savoir ce que tu cherches.
Le silence te ramène vers l'intérieur, et ce retournement du regard est l'éveil, non pas un éveil spirituel mystique, bien que ça puisse l'inclure, mais un éveil à ta propre réalité psychique, un éveil à qui tu es réellement sous toutes les couches de conditionnement, un éveil à ta propre autorité intérieure. Le self émerge quand la persona se dissout dans le silence. Ta persona, c'est tous ces masques que tu portes, la version de toi que tu montres au travail, la version de toi que tu montres à ta famille, la version de toi que tu montres sur les réseaux sociaux. Ces personas ne sont pas fausses, elles sont des aspects réels de toi, mais elles ne sont pas ta totalité. Tant que tu t'identifies uniquement à tes personas, ton self reste caché. Le silence dissout progressivement ces identifications. Dans le silence, tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Tu n'as pas besoin de maintenir une image. Tu peux simplement être. Et dans cet espace de non-performance, ton self commence à émerger. Pas comme quelque chose que tu créais, mais comme quelque chose que tu découvres. Comme si tu enlevais couche après couche, et que tu trouvais finalement ce qui était là depuis toujours. Tu ne deviens pas quelqu'un de nouveau. Tu deviens qui tu as toujours été, sous les couches de conditionnement, de peur, d'adaptation. Richard Davidson a démontré que ces changements ne sont pas temporaires si la pratique est soutenue. Après des années d'études avec des méditants à long terme, il a découvert que les changements dans le cerveau deviennent des traits permanents. Ce ne sont plus des états que tu atteins temporairement pendant la méditation, ce sont des caractéristiques stables de qui tu es devenu. La neuroplasticité a créé de nouvelles structures, de nouveaux patterns par défaut, une nouvelle façon d'être dans le monde. Stanislas Dehaene parle de conscience de second ordre, une conscience qui est consciente d'elle-même, une méta-conscience. Dans les états ordinaires, tu es conscient des choses, des pensées, des émotions, des sensations. Mais dans les états transformés qui émergent du silence profond, tu deviens conscient de ta conscience elle-même. Tu peux observer tes pensées sans être tes pensées. Tu peux sentir tes émotions sans être submergé par elles. Tu peux être témoin de ton expérience tout en la vivant pleinement. Daniel Siegel appelle cela l'intégration verticale. Les régions subcorticales primitives de ton cerveau, responsables des émotions et des pulsions. Les régions limbiques, responsables de la mémoire et de l'attachement. Et les régions corticales, responsables de la pensée et de la régulation. Dans la plupart des gens, ces niveaux fonctionnent de manière déconnectée. Les émotions submergent la pensée. La pensée réprime les émotions. Il y a une guerre interne constante. L'intégration verticale, c'est quand ces différents niveaux communiquent harmonieusement. Quand ton corps, ton cœur et ton mental travaillent ensemble comme un système unifié. Et cette intégration se fait spécifiquement à travers les pratiques de silence et de présence incarnée. Ce que tu as vécu dans le silence ne peut pas être défait par le bruit extérieur. C'est important de comprendre ça. Une fois que tu as goûté à cette cohérence interne, à cette paix profonde, à cette clarté qui vient de l'intérieur, les turbulences externes perdent leur pouvoir sur toi. Bien sûr, tu vas encore être challengé. Bien sûr, tu vas encore avoir des moments difficiles, mais tu as maintenant un ancrage interne qui reste stable même quand tout bouge autour de toi. La transformation neuroplastique est structurelle. Ce ne sont pas juste de nouvelles idées dans ton mental, ce sont de nouvelles connexions dans ton cerveau, de nouvelles voies neurologiques qui se sont formées, de nouvelles structures qui supportent une façon différente d'être. Tu n'es littéralement plus la même personne au niveau neurobiologique. Comment maintenir cette réorganisation une fois qu'elle a eu lieu? Parce que oui, si tu retournes complètement à tes anciens patterns de vie, si tu te laisses réabsorber par le bruit constant, les anciennes structures peuvent reprendre le dessus. La neuroplasticité fonctionne dans les deux sens. Les connexions que tu n'utilises pas s'affaiblissent. Les patterns que tu réactives se renforcent. Le silence doit devenir une pratique de vie, pas un événement unique. Pas quelque chose que tu fais une fois pendant une retraite et puis tu oublies. Mais quelque chose que tu intègres dans ta vie quotidienne. Quelque chose qui devient aussi naturel que de te brosser les dents. Une hygiène psychique essentielle. Jung avait son rituel matinal d'1 heure, avant que le monde ne réclame son attention.
Avant les patients, avant les responsabilités, il passait 1 heure dans sa tour en dialogue silencieux avec son inconscient. Il écrivait ses rêves, il faisait de l'imagination active, il restait simplement présent avec ce qui émergeait. Ce n'était pas négociable, ce n'était pas quelque chose qu'il faisait seulement quand il en avait envie. C'était une pratique sacrée qui nourrissait tout le reste de sa vie. Tu n'as pas besoin d'1 heure, tu n'as pas besoin d'une tour, mais tu as besoin d'un engagement. Un engagement envers toi-même que tu ne trahis pas, que tu protèges comme tu protégerais quelque chose de précieux. Parce que c'est précieux, c'est l'espace où tu restes connecté avec ton self. L'espace où tu ne perds pas ce que tu as trouvé dans la profondeur. Voilà ce que personne ne te dit vraiment sur le silence et la transformation. Ce n'est pas une technique de relaxation, ce n'est pas une stratégie de productivité, ce n'est pas un outil de développement personnel, c'est une voie initiatique, c'est un chemin de mort et de renaissance, c'est le processus par lequel tu passes de l'identification avec tes personas à la réalisation de ton self. De l'identification avec ton mental à la reconnaissance de ta conscience, de l'identification avec tes rôles à l'incarnation de ta nature essentielle. Jung a passé sa vie à cartographier ce processus. Il l'a appelé l'individuation, le chemin vers ta totalité. Et il a compris que ce chemin ne peut pas être parcouru dans le bruit, il ne peut pas être parcouru en suivant les conseils des autres, il ne peut pas être parcouru en lisant des livres ou en écoutant des podcasts. Il peut seulement être parcouru dans le silence de ta propre confrontation avec ton inconscient, dans la descente courageuse dans tes propres profondeurs, dans l'acceptation de ta propre obscurité autant que de ta lumière, dans l'intégration de ce que tu as rejeté et de ce que tu as idéalisé, dans la réconciliation des opposés en toi. Si tu ressens l'appel du silence en ce moment, si quelque chose en toi sait que tu as besoin de te retirer, de descendre, de faire une pause dans l'agitation constante, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas un signe que tu n'es pas assez fort pour faire face à la vie. C'est ton self qui t'appelle à devenir entier. C'est la sagesse la plus profonde de ta psyché qui sait exactement ce dont tu as besoin. C'est ton système nerveux qui réclame l'espace nécessaire pour se réguler et se réorganiser. C'est ton cerveau qui demande les conditions pour créer de nouvelles structures. C'est ton âme qui veut enfin respirer. Tous les grands transformateurs de l'histoire ont connu ces périodes de silence. Jésus dans le désert pendant 40 jours, Bouddha sous l'arbre de la Bodhi, Jung dans sa confrontation avec l'inconscient. Ces périodes ne sont pas accessoires à leur transformation. Elles sont essentielles. Elles sont le creuset où la transformation a eu lieu, et les neurosciences modernes confirment maintenant ce que ces grands esprits ont toujours su. Le cerveau a besoin de silence pour se transformer. Le système nerveux a besoin de sécurité tranquille pour se réguler. La psyché a besoin d'espace pour s'individuer. Ce n'est pas du mysticisme vague. C'est de la science solide validée par Damasio, Ledoux, Barrett, Davidson, Siegel, Porges, Lieberman, Dehaene, Changeux, Cyrulnik et tant d'autres. Tu n'as pas besoin de permission pour te retirer. Tu n'as pas besoin de justifier ton besoin de silence. Tu n'as pas besoin d'expliquer à tout le monde pourquoi tu as besoin d'espace. Ton silence réorganise plus profondément que 1000 conversations. Ton retrait transforme plus complètement que 1000 thérapies. Ton espace intérieur protégé guérit plus authentiquement que 1000 conseils bien intentionnés. La vie que tu cherches, la clarté que tu désires, la paix que tu poursuis, l'authenticité que tu veux incarner, tout cela t'attend dans la quiétude, pas dans un futur lointain. Pas après que tu aies résolu tous tes problèmes, pas quand les circonstances seront parfaites, maintenant, dans le silence qui est disponible en ce moment même si tu choisis de t'y retirer. Le chaos de ta vie en ce moment n'est pas un problème à résoudre avec plus d'action, plus d'analyse, plus de planification. C'est un signal que quelque chose en toi veut se réorganiser. Et cette réorganisation demande de l'espace, demande du temps, demande du silence. Demande que tu fasses confiance à un processus qui est plus ancien et plus sage que ton mental conscient.
Partage ça avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que le silence n'est pas une faiblesse, mais la force la plus profonde. Quelqu'un qui se sent coupable de vouloir se retirer. Quelqu'un qui pense que son besoin d'espace est un problème. Quelqu'un qui essaie de forcer des solutions alors que ce dont il a vraiment besoin, c'est de l'espace pour que les solutions émergent naturellement. Quel aspect du silence transformateur t'a le plus touché? La découverte que ton cerveau se réorganise dans le silence, la compréhension que tes descentes ne sont pas des dépressions, mais des initiations, la révélation que ton self t'appelle à travers ton besoin de quiétude. Dis-le-moi en commentaire, parce que ton expérience peut aider quelqu'un d'autre à comprendre ce qu'il vit, peut valider le processus de quelqu'un d'autre qui se sent seul dans sa descente, peut donner le courage à quelqu'un d'autre d'honorer son appel au silence. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire, non pas ajouter une nouvelle technique à ta liste de choses à faire, non pas chercher encore plus d'informations sur comment te transformer, mais simplement créer l'espace, protéger le silence, faire confiance au processus et laisser ta psyché faire ce qu'elle sait faire depuis toujours, se réorganiser, s'intégrer, s'individuer, devenir entière.